j'ai tout laissé tomber, j'ai tout vendu. Je suis parti en Chine avec 2 valises. Puis je me souviens, j'étais à l'aéroport, puis je regardais à ma droite, à ma gauche, j'avais 2 valises, puis je me disais, bon, c'est tout ce qui me reste, don't mess it up. Donc je suis parti, puis je te dirais, après 3 jours, j'étais dans ma chambre, puis je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une erreur, faut que je retourne. Écoute, je suis arrivé là-bas, je parlais pas chinois. J'étais arrivé, bon, j'ai habité 5 ans à Shanghai, mais j'étais arrivé dans un quartier qui était au nord, donc personne ne parlait anglais. Tous les menus étaient écrits en chinois. Donc, je te dirais, pendant 3 mois, j'ai mangé de la nourriture. Je ne savais pas c'était quoi. Je pointais sur le menu. Je disais, je veux manger ça. Ça l'arrivait, puis je me débrouillais. Looking back, c'est une super expérience parce que tu n'as personne d'autre sur qui compter au début, autre que toi. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 5 de Football Inc., le podcast où le monde du football rencontre le monde des affaires. Mon nom est Raymond Jonatonier, a.k.a. Coach Ray. Je suis entrepreneur, conférencier, ancien joueur de football de Division 1 dans la NCAA. Mon invité aujourd'hui est directeur adjoint avec la CCBC. Un ancien joueur de football, un bon ami à moi. C'est quelqu'un que j'ai hâte de vous présenter parce qu'il gagne vraiment à être découvert. Je vous présente aujourd'hui David Perez. Comment ça va? Ça va bien, toi? Good. Écoute, vraiment content. Moi aussi. Puis c'est particulier aujourd'hui parce qu'on a presque annulé, là, les auditeurs, ils le voient pas, mais on a fait une panne de courant généralisée ici aujourd'hui. T'es arrivé à la porte juste quand on se préparait à partir, l'électricité est revenue. So we're back. D'une façon ou d'une autre, on allait le refaire parce que j'avais hâte de te parler aujourd'hui. So, écoute, David, au fond, la vie a l'air de quoi ces jours-ci? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Comme tu as dit, moi, maintenant, je suis avec le Conseil d'affaires Canada-Chine, mieux connu sous le nom de CCBC. Donc, je te dirais que ça prend la majorité de mon temps parce que quand tu es entrepreneur ou tu es en affaires, la semaine ne s'arrête pas à 40 heures nécessairement. Puis surtout quand tu fais quelque chose que tu aimes ou quelque chose qui comporte ses défis, je te dirais que tu arrêtes de compter les heures. Donc, je pense que c'est la chose qui prend le plus de mon temps présentement. Je suis revenu de Chine il y a environ 1 an, donc je me réadapte encore à la vie au Québec. Ça fait du bien d'être revenu. On en parlait un peu plus tôt. Tout le monde commence à avoir des enfants, les familles grandissent. C'est toujours bien de catch-up aussi avec les anciens coéquipiers. Donc, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir d'être ici. Vraiment content. Puis, comme tu as dit, une de mes philosophies dans la vie, c'est il n'arrive jamais rien pour rien. Donc, écoute, tu m'appelles, j'arrive en avant de la porte. C'était supposé d'être cancellé. J'étais déjà ici. On repartait, on était rendu à ton auto. Puis ils sont venus nous chercher. Donc, it was meant to be aujourd'hui. Donc, it was meant to be. Exact. Donc, je te dirais, sinon, qu'est-ce qui me garde occupé aussi? J'ai d'autres projets personnels sur lesquels je travaille. J'aime apprendre. Donc, je te dirais que ça prend beaucoup de mon temps aussi. J'ai plein d'intérêts autres que qu'est-ce que je fais professionnellement. Puis c'est pas mal ça, ouais. OK. Je vais commencer en te donnant des fleurs un petit peu. OK? Puis on va rire un peu tous les deux. All good. Parce que quand je te vois aujourd'hui, pour vrai, moi, ça me fait sourire. OK? C'est que je vois ton parcours. Je sais que ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, ou dans les débuts, je te jure, je pensais que tu parlais pas. Je pense que je te l'ai dit déjà. Oui, souvent. Tu m'as souvent dit ça. Je te l'ai dit déjà. Donc, on rentre au Cégep du Vieux-Montréal. Super bon vibe, là. T'es là, tu fais partie de l'équipe, rookie, mais je me demandais vraiment, je demandais à d'autres personnes, je dis, est-ce que David, il parle, genre, you know? Parce que t'étais comme gêné. Fil en aiguille, on a eu différents battles ensemble, en jouant ensemble, on est restés amis depuis, tout le monde fait son chemin. Mais je peux te dire, comme je le redis, je suis super content de te voir aujourd'hui. Puis chaque fois que je te vois, puis qu'est-ce que tu fais maintenant, puis ce que tu entreprends, ben, je me rappelle le gars que je pensais qu'il parlait même pas au début, puis je vois qui t'es aujourd'hui. Donc, tout est possible, on va dire. Mais c'est drôle parce que je te dirais, il y avait une raison pourquoi je parlais pas beaucoup au début. C'était un smart move. Parce que je regardais les gars qui parlaient beaucoup. Puis à l'époque, on avait les initiations. Hein? Et c'était pas la même réalité. C'était tough. Puis ça challengeait mentalement. Puis je me souviens, je voyais les gars parler. Puis
Puis j'ai vu à l'initiation aussi qu'est-ce qui leur est arrivé. Yeah. Rien de mal, mais tu sais, ils sont passés de la parole aux actes, je te dirais. Donc, mais il y avait aussi le fait, tu sais, moi, je sortais de Jean Heard. J'étais le seul de mon année à Jean Heard qui arrivait au Vieux-Montréal. Puis, à l'époque, le juvénile 3, on n'était pas très gros. Je pesais 140 livres mouillés. Puis, tu arrives au Vieux, tu sais, tu avais la ligne défensive, tu avais les Renato Sanchez, les Galax. Tu avais des monstres sur la ligne offensive aussi. Yeah. Donc, j'apprenais à connaître les gars, puis j'apprenais vraiment discrètement. Mais tu sais, it's family. Yeah. Le Vieux, c'est encore la famille. Je te dirais, souvent, c'est tough expliquer aux gens aussi qui n'ont pas joué au football. De dire, je ne les ai pas vus depuis 10 ans, mais on est encore de la même famille. Yeah. Donc, non, ouais, je me souviens, tu riais beaucoup de moi. Puis après ça, je suis passé de ne pas parler à trop parler. Parfait. Puis, on va rentrer dans le temps du Vieux, tout ça. Mais je pense un petit peu, ce serait cool que les gens ils aient une idée un petit peu de ton parcours. On va dire, bien sûr, on le dit, ben, ce podcast-ci, le football, c'est un prétexte, tout simplement, parce que c'est ça qui nous connecte. Mais avant ça, ben, on a des êtres humains, on a des leaders, on a des gens qui font des choses incroyables comme toi en ce moment dans ton parcours en affaires. So, parle-moi un petit peu du jeune David Perez, OK? Jeune David Perez, qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qui faisait de bon, au fond? Le jeune David Perez, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai changé, je pense, 10 fois de carrière que j'envisageais faire. J'étais très indécis, très introverti aussi. Justement, je parlais pas beaucoup. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, j'étais allé à Jean Heard, j'ai fait mes études là-bas. Super école. Je me sens choyé d'avoir pu avoir une aussi bonne éducation. Après ça, le Vieux, ça a forgé plus mon caractère. Quand j'ai commencé à étudier à l'université, bon, j'hésitais entre soit aller en affaires ou aller en psychologie. Puis, j'ai décidé d'aller en relation d'aide. Un choix que je ne regrette pas. J'ai appris beaucoup. Je pense que c'est important d'apprendre aussi sur les interactions sociales, apprendre à gérer avec les conflits, avec les différentes personnalités, etc. Yeah. Donc, c'est vraiment ce que je voulais faire. Puis, je te dirais, après ça, j'ai fait de ma maîtrise en criminaux. Je voulais vraiment travailler à aider les personnes, les délinquants à réintégrer la société. Puis, j'ai fait ça 3 ans, agent de libération conditionnelle. Puis après ça, bye, je suis parti en Chine. Pourquoi? Je pense, comme je t'ai dit, j'étais très indécis, mais je pense que aussi, ce qui me drive dans la vie, c'est des défis constants. Puis, agent de libération conditionnelle, je ne me voyais pas nécessairement faire ça pendant 30 ans, donc je voulais m'ouvrir des portes à l'international. C'est pour ça que je suis parti à l'étranger. Puis, justement, c'est un aspect que j'aime des affaires, c'est que tu touches à tout. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Tu n'es jamais dans le confort. Tu peux toujours te dépasser. Donc, je te dirais, tu sais, j'ai été très indécis. Puis, ça s'est un peu funnel vers vraiment une passion pour les affaires qui s'est transmise, je te dirais, à partir du moment où je suis parti en Chine. Donc. Nice. Quand tu débarques en Chine, tu mets le pied là-bas pour la première fois. Ton premier mois, OK, quand tu regardes la différence, peut-être là-bas, ici, est-ce qu'il y a eu un choc culturel? Comment est-ce que tu t'es adapté à ça, au fond? Gros choc. Je te dirais, je pense que t'es jamais prêt. Moi, j'avais un emploi ici. J'ai tout laissé tomber. J'ai tout vendu. Je suis parti en Chine avec 2 valises. Puis je me souviens, j'étais à l'aéroport, puis je regardais à ma droite, à ma gauche, j'avais 2 valises, puis je me disais, bon, c'est tout ce qui me reste. Bien évidemment, il m'en restait plus, mais de biens matériels, c'est tout ce qui me restait. Puis, don't mess it up. Donc, je suis parti. Puis, je te dirais, après 3 jours, j'étais dans ma chambre, puis je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une erreur, faut que je retourne. Écoute, je suis arrivé là-bas, je parlais pas chinois. J'étais arrivé, bon, j'ai habité 5 ans à Shanghai, mais j'étais arrivé dans un quartier qui était au nord. Donc, personne ne parlait anglais. Tous les menus étaient écrits en chinois. Donc, je te dirais, pendant 3 mois, j'ai mangé de la nourriture, je ne savais pas c'était quoi. Je pointais sur le menu, je disais, je veux manger ça, ça l'arrivait, puis je me débrouillais. Mais je te dirais, looking back, c'est une super expérience parce que tu n'as personne d'autre sur qui compter au début, autre que toi. Puis, je me souviens, j'étais à 2 doigts
de m'acheter un billet d'avion retour. Puis je me suis dit, je peux pas faire ça. J'ai pas fait ce sacrifice-là pour give up après 5 jours. Donc, je l'ai juste vu comme un autre défi. Puis je me suis dit, regarde, on va y aller 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois. Puis à la fin de la journée, moi, je pensais être parti pour 2 ans. J'ai fait 5 ans. Donc, gros choc culturel, beaucoup d'apprentissage. Ça a nuancé beaucoup mes perspectives aussi, je te dirais, internationales, mais aussi au niveau de notre vision ici. On a une vision qui est propre à nous, mais quand tu es confronté à un autre environnement qui est complètement étranger au tien, tu as 2 choix. Soit tu te fermes et tu restes sur ta vision et tu rentres dans un conflit, dans une insatisfaction éternelle, ou tu t'ouvres, tu apprends, tu essaies d'embrasser les différences, puis tu essaies de grandir là-dedans. Vraiment cool que tu dises ça, parce que justement, j'avais une conversation plus tôt aujourd'hui, parce que je lisais un livre il y a quelques jours. Puis ça m'a challengé sur quelques affaires. Ça disait 3 choses que tu as besoin pour vraiment comme maîtriser ton environnement, pour être heureux dans la vie, pour avoir du succès, peu importe qu'est-ce que ça veut dire pour toi. La première chose, c'est non-résistance. Deuxième chose, c'est non-jugement. Puis troisième chose, c'est le non-attachement, le détachement. Right? Donc, je pense que ce qui est cool quand j'imagine un petit peu la scène, c'est que tu arrives là-bas, puis c'est comme si on te strip de tout ce que tu connais, de tout ce que tu sais. Puis là, à partir de là, ben, tu découvres qu'est-ce que tu es capable de faire, puis tu peux même encore plus profiter des choses. Est-ce que c'est un peu comme ça, au fond, que tu le voyais? Je te dirais oui, parce que, justement, le détachement, c'est vraiment important. Parce qu'il ne faut pas que tu prennes rien personnel non plus. Souvent c'est une perspective extrêmement personnelle que tu as par rapport aux défis auxquels tu fais face. Et ça me rappelle justement une leçon qu'on avait au football nos coachs nous disaient tout le temps, contrôlez pas les impondérables. Focussez sur qu'est-ce que vous contrôlez. Et la chose à la fin de la journée que tu contrôles, c'est toi. So, par rapport à la façon que tu vas réagir aux différents défis, je te dirais, c'est justement ça. C'est soit tu te refermes ou soit que tu laisses tomber. Puis c'est 3 points vraiment intéressants. Puis après le podcast, je vais te demander de m'envoyer le lien parce que je vais lire ça. Parfait. Ben, je vous le dis à tout le monde, c'est Eckhart Tolle et New Earth. Vraiment bon livre. Ça parle beaucoup de gens légaux, justement. Puis je pense, en tant qu'athlète en affaires, je pense que beaucoup de gens ont tendance à se dire, ben, un ego, ça te permet d'avancer. Mais en fait, c'est peut-être une différente façon de voir les choses, que quand tu te délaisses de ton ego, ben, tu es capable de vraiment avancer encore plus. Puis tu découvres tes vraies capacités. On va dire. Exact. Mais je te dirais, je pense qu'il y a un moment où avoir un ego qui c'est vraiment important. Par exemple, au football, si tu n'as pas d'ego, tu ne vas pas compétitionner. Donc, je pense que c'est important d'avoir ton ego, mais c'est important aussi de des fois le laisser de côté. Quand l'ego devient un frein ou un obstacle dans une situation particulière. Mais ça, écoute, même moi, je sais pas, je suis encore en train d'apprendre ça. Tout le monde est encore en train d'apprendre ça. Je pense que c'est le travail d'une vie. Donc, mais je suis heureux d'avoir réalisé partiellement, pas à 100%, mais partiellement cet aspect-là, parce que ça m'aide aussi dans mes relations avec les gens. Nice. Puis, ben, la fin du parcours, on va dire, en Chine, ça t'a amené à la CCBC, dont tu parlais tout à l'heure, OK? On va arriver là. Ben, si tu peux nous parler du parcours un petit peu qui t'a amené là. Donc, tu es parti d'ici, tu avais un emploi, tu avais une carrière, tu avais tes amis, tu avais tout ce que tu connais. Tu arrives là-bas, tu nous as parlé de ton premier mois. Je sais que pour continuer les études, puis par la suite, tu as eu différentes opportunités. Mon beau-frère, par exemple, je te l'ai dit, il est en Chine depuis plus de 10 ans. Il est parti pour découvrir quelque chose, mais vivre des nouvelles expériences aussi, hors des opportunités. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent également la Chine pour les affaires, etc. Okay? Donc, si tu pouvais nous parler un peu de ton parcours qui t'a amené jusqu'où t'es, OK, pour peut-être inspirer quelqu'un, puis leur montrer un petit peu une vitrine de c'est quoi tout ça. OK, donc
j'ai expliqué mon premier mois. Yeah. Après ça, je te dirais, ça a été vraiment de me bâtir un réseau. Parce que mon parcours en Chine a été en plusieurs étapes. Bon, j'ai été pour retourner aux études. J'ai commencé ma première année à la maîtrise relations internationales et diplomatie. Deuxième année, j'ai transféré directement au doctorat. J'avais la chance d'avoir un super superviseur qui me supportait, puis qui m'a fait réaliser aussi, il m'a dit, regarde David, à la fin de la journée, tu peux faire une deuxième maîtrise, mais si tu as un doctorat, un jour tu veux devenir professeur, tu peux, ou chercheur. Donc, puis ça me rajoutait juste une année. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais je te dirais que la première année, c'était une année d'apprentissage. Tu développes un réseau, tu es entouré d'étudiants internationaux, tu apprends le chinois, petit... Mandarin? Mandarin, exactement. Okay. Mandarin, mais c'est particulier. En Chine, on dit tous, est-ce que tu parles chinois ou non? Ici, on va dire mandarin cantonais. Cantonais, tu sais, ça vient du Canton, qui est une petite région. Mais c'est ça, je te dirais, en chinois, on va dire une autre manière. Puis, tu apprends un petit peu par petit peu. C'est vraiment difficile. De un, c'est pas une langue facile du tout. Mais tu apprends aussi à gérer avec un enseignement qui est complètement différent. Ici, tu es encouragé à challenger ton professeur, à challenger les idées ou les théories qui te sont transmises. Yeah. Là-bas, tu es challengé à assimiler l'information. Donc, je te dirais, au niveau travail, c'est très, très, très demandant. Je pense que je pouvais lire, étudier 60 heures semaine au début. Parce qu'il fallait, un, que j'apprenne, mais de deux, c'est les professeurs, tu sais, te demandaient beaucoup d'efforts. C'était pas tant difficile, je te dirais, comme ici. Tu mémorises et tu régurgites et tu fais tes tests. Là-bas, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et je pense que ça en découle un peu de la culture chinoise qui est axée beaucoup sur travail. Ouais. Travaille fort, dédie-toi, puis tu vas pouvoir connaître du succès. Puis c'est quelque chose que j'admire beaucoup, je te dirais, de l'Asie. Pas juste la Chine, mais il y a d'autres pays, le Japon. C'est des gens qui sont extrêmement travaillants et dédiés. Donc, la première année, j'ai appris à un peu me modeler dans cet environnement qui est complètement différent. Puis, après ça, ça a été vraiment un apprentissage jusqu'à... Là, ça allait super bien. Mes études allaient bien. J'avais un bon superviseur. Je faisais des conférences internationales. Je faisais de la recherche. Puis, boum, la COVID est arrivée. Puis, la COVID, étonnamment, les gens me demandent « Ah, ça a été comment la COVID là-bas? » Le premier mois, 2019-2020, les premiers 2 mois, c'était très restrictif. Puis, je me souviens, à l'époque, j'étais en Europe parce que c'était le Nouvel An chinois. Et ma famille me disait « Reviens. » On ne connaissait pas la COVID. « Reviens. » Puis, je me dis, il y avait une voix qui me disait « Non, il faut que je retourne. Puis, si ça devient trop dangereux, la COVID, puis c'est vraiment un virus qui met en péril ma santé, je vais revenir. » Puis, j'avais décidé de rester là, mais tout le monde était parti. Puis, je ne vivais plus sur le campus parce que le campus était fermé. Mais, donc, je ne pouvais pas retourner sur le campus pour des mesures sécuritaires. Mais, par la suite, moi, j'ai commencé à vivre au centre-ville de Shanghai. Puis là, c'était de me rebâtir un réseau. Puis c'est plus là que j'ai sauté dans les affaires. J'étais entouré de personnes qui travaillaient dans différents secteurs d'affaires, qui avaient leur propre business, qui me guidaient un peu dans tout ça. Puis je me suis fait un nouveau réseau d'amis aussi. J'ai rencontré des personnes, des Québécois aussi, des Canadiens super formidables, des Chinois, des personnes de partout dans le monde. Puis, de fil en aiguille, je me suis trouvé un emploi dans le secteur de food and beverage. J'ai fait un peu de consultation pour ce groupe-là. Puis, justement, je travaillais avec un de mes amis aujourd'hui qui est montréalais aussi. Puis, j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça a été mes 2 dernières années en Chine. Puis, de fil en aiguille, il y a une opportunité qui s'est présentée au CCBC. J'ai fait l'entrevue, puis c'était après la grosse période de lockdown que tout le monde a entendu parler ici, à Shanghai. Puis, j'ai décidé comme on en parlait aussi, tout le monde commençait à avoir des enfants, les familles. Je trouvais que c'était un moment important pour moi de revenir. Donc, nouveau défi en affaires. Je touche à tous les secteurs, c'est le fun. Beaucoup d'apprentissage.
Mais ouais, je te dirais, ça a été deux phases. Une phase, gros apprentissage au niveau académique, comment le secteur académique fonctionne, bâtir un réseau et recommencer à nouveau un nouveau réseau, mais plus dans les affaires au centre-ville de Shanghai. Un mode de vie très vite, très le fun, très intéressant. Donc, ouais, en deux étapes. OK. Donc, CCBC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Canada China Business Council. Exactement. Right. OK. Exact. Qu'est-ce que ça fait le CCBC exactement dans tes mots? Puis, d'après toi, ayant été en Chine, quel genre d'opportunités il y a là-bas pour les gens d'ici qui veulent peut-être faire quelque chose un peu différent, élargir leur horizon, investir, faire des affaires, au fond, à l'international? Le CCBC, ou en français le Conseil d'affaires Canada-Chine, notre but principal, c'est d'aider, d'accompagner les entreprises canadiennes à aller faire affaire en Chine. Ça se fait à plusieurs niveaux. Ça peut être business intelligence, business insights. Ça peut être mise en contact avec des personnes en Chine qui peuvent les aider à mettre de l'avant leur stratégie. Ça peut être donner des conseils. Donc, on offre une panoplie de services qui sont très difficiles à je dirais, pinpoint parce que c'est adapté en fonction des besoins d'une compagnie. Ouais. Maintenant, c'est une organisation qui existe depuis plus de 40 ans, qui a eu ses hauts, parce que quand ça allait bien avec la Chine, tout le monde voulait aller en Chine faire des affaires. Maintenant, je dirais que c'est plus difficile. Mais la Chine est remplie d'opportunités. Malgré le fait que l'économie est plus lente, il y a beaucoup de secteurs en Chine. Écoute, c'est la classe moyenne la plus grande au monde. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. C'est très dynamique. Il y a des secteurs, tout ce qui est produits divers canadiens, c'est reconnu pour sa qualité. Tout ce qui est agroalimentaire canadien, c'est reconnu pour sa qualité aussi à l'international. Donc, c'est deux secteurs vraiment clés. Je te dirais, tu sais, tout ce qui est plus sensible au niveau intelligence artificielle, au niveau technologie propre, c'est peut-être plus difficile présentement à cause de la situation géopolitique, mais à mon avis, la Chine représente un pays qui va avoir des opportunités pour encore plusieurs années. Maintenant, c'est à l'entreprise elle-même de décider est-ce que oui ou non ils veulent aller faire affaire en Chine ou un autre pays. Plusieurs compagnies qui parlent du Vietnam, du Japon, de la Corée, pour différentes raisons. Mais, tu sais, ayant vu qu'est-ce qui se passe là-bas, on est en retard dans beaucoup de secteurs aussi. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Je pense que oui, il y a beaucoup de différences, c'est évident. Mais personnellement, je sais qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités dans les prochaines années. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire de comprendre comment ça fonctionne là-bas. Puis, une entreprise qui veut pénétrer la Chine, le mot que je dis souvent, soyez patient. Don't rush it. Parce que c'est un marché... De un, tu arrives en Chine, tu as les plus grandes marques de partout à travers le monde, qui sont partout. À Shanghai, je pense que sur une rue, tu pouvais trouver 4-5 Louis Vuitton. Tu sais? Des grosses entreprises, mais même des petites, moyennes entreprises internationales aussi. Tu as beaucoup, beaucoup de compétition. Tu as beaucoup de compétition locale. Donc tu sais, sois pas dans un rush. Prends ton temps. Parce que c'est un marché qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à comprendre. Puis même moi, encore à tous les jours, j'apprends énormément. Donc, ouais, je dirais vraiment avoir une approche patiente, mais je pense que c'est la même approche que je conseillerais pour plusieurs pays en Asie, vu que c'est tellement différent au nom. Là, maintenant, être de retour ici, est-ce que ça te manque? Est-ce que tu te vois comme retourner? Est-ce que tu te vois t'établir ici? Ou, comme je disais, t'es quelqu'un déjà aventurier, tu pars ailleurs. Comment est-ce que tu vois la suite des choses, au fond? C'est une bonne question. Je pense que j'ai pas de réponse pour le moment. Est-ce que je me vois retourner? La manière que je réponds tout le temps, c'est je ferme pas la porte à la Chine. Mais je ferme pas la porte à n'importe quelle autre opportunité internationale non plus. Je pense qu'on a besoin de plus de Canadiens qui vont vivre à l'étranger, qui relèvent ces défis-là. Souvent, on parle de souhaiter la bienvenue aux gens. Oui, bien évidemment, il faut.
Mais je pense aussi que nous, on doit aussi aller apprendre qu'est-ce qui se fait à l'étranger. Donc, tu sais, quand tu commences à explorer, c'est une soif. Comme toi, tu es entrepreneur, tu explores le monde entrepreneurial. Je suis sûr que c'est une soif pour toi, même si il y a une journée, tu décides d'arrêter tel projet. Ça ne veut pas dire que dans un mois plus tard, tu ne vas pas commencer un nouveau projet. Donc, je pense que vivre à l'étranger, c'est un peu la même chose. Mais tu sais, tu peux le faire dans plein de circonstances aussi. Tu peux aller avec une entreprise qui te prend en main, qui te donne un salaire, qui paye ton loyer, que tu vas avoir une vie très confortable. Et tu peux des fois le faire de commencer de zéro, bâtir quelque chose toi-même, puis aller avec les montagnes russes qui viennent avec. Donc, moi, je ne ferme pas la porte. C'est cool que tu dis ça. Parce que je trouve que c'est pas des choses qu'on apprend. C'est pas des choses qu'on nous dit nécessairement de faire. On a l'impression un peu comme les horizons, puis ailleurs, puis les opportunités qu'il y a ailleurs. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. Puis je pense juste au football, on va dire. Le fait que, veux pas, j'ai grandi au Québec, j'ai eu l'opportunité d'aller aux States, au Mississippi, au Colorado. J'ai été exposé à tellement de choses, tellement de gens, des connexions, des amis que je garde jusqu'à ce jour. Puis il y a une richesse là-dedans. Il y a tellement de richesse là-dedans, au point un peu comme toi. Quand j'étais au Colorado, je pensais même pas revenir au Québec. Comme vraiment, c'est les circonstances qui ont fait que je suis revenu par amour, on va dire, Catherine. Mais non, c'est ça, le plan, c'était rester là-bas. Puis, donc, je comprends à 100%. Puis, si je comprends bien aussi, ben, au-delà du travail, au-delà des études, ben, il y a la vie personnelle, bien sûr, de David. Tu as rencontré quelqu'un aussi là-bas, right? Puis c'est ça, au fond, donc, le processus, c'est qu'elle va venir ici aussi avec toi. Exact. Ah, c'est vraiment cool. Exact. Donc, elle, ça va être un apprentissage ici. Ouais. Mais, tu sais, une longue histoire courte, elle est sommelière, donc elle est dans le monde du vin. Donc, c'est un monde aussi sans limite. Puis, elle a également la soif de voyager, de découvrir. Nice. Donc, tu sais, les deux, on va venir s'établir ici pour quelques années. La famille vieillit, les amis commencent à avoir des enfants. C'est sûr qu'on veut être présent pour ça. Je veux être présent pour ça. Mais on ne sait pas où est-ce que la vie va nous amener. Tu sais, on parle justement de vécu aux États-Unis. Andy Mulumba, qui est un de nos anciens coéquipiers, il n'est jamais revenu. Donc, chacun a son propre chemin. Puis je suis sûr, je me souviens à l'époque, on parlait beaucoup. Tu me parlais, au Mississippi, c'est de même. Les choses étaient complètement différentes. Ouais. Mais toi et Hervé, vous avez eu des hauts et des bas. Puis Colorado aussi, vous avez fait face à des situations qui vous ont fait grandir. Yeah. Puis je pense que quand tu vas dans un environnement qui est tellement inconfortable, tu n'as pas le choix de grandir. Donc, et le football, ça nous mettait dans ces situations-là à tous les jours. Yeah. Soit c'était ton coéquipier, soit c'était ton coach, soit c'était toi-même qui n'étais pas satisfait. Donc, tu étais constamment dans l'inconfort. Puis, on ne voulait pas être dans le confort non plus. Donc, je pense que c'est un parallèle intéressant aussi avec vraiment cool. le monde du sport. En parlant du football, si tu nous parlais un peu de comment tu as commencé, je sais, comme dans le petit questionnaire pré-podcast, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Donc, au fond, ta mère, elle ne savait pas que tu jouais. Tu ne voulais pas lui dire au début, c'est ça? Ouais, en fait, je savais qu'elle allait avoir les inscriptions à Jean la semaine suivante. Puis j'ai dit à ma mère, je veux m'inscrire. Elle a dit non. Oublie ça, c'est trop dangereux. Je veux pas que tu t'inscrives. Yeah. Et je me souviens, il passait dans les classes. Il fallait que tu écrives ton nom. Et je suis resté assis. Puis je pense que j'étais le dernier élève à me lever. Puis je suis allé écrire mon nom. Puis j'étais rentré... Je pense, quelques jours plus tard, j'avais dit à ma mère, « Maman, je me suis inscrit au football. » Mais je me souviendrai toujours qu'est-ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, « OK, t'es assez vieux pour prendre cette décision-là. T'es assez vieux pour vivre avec les conséquences. Okay. » Donc, elle m'a dit, « Si tu te blesses, tu vis avec les conséquences. Je ne veux pas t'entendre te plaindre. » J'ai dit, « C'est bon. » Wow. Puis, j'ai joué 10 ans au football après ça. Quand même. Puis, dans le football, au fond, ben, on le sait, t'as joué au Vieux-Montréal, on s'est rencontrés là. T'as commencé... en Jean-Eudes, s'il y avait peut-être une ou deux leçons
OK, qui reste avec toi jusqu'à ce jour dans tout ce que tu fais, que tu as pris ton parcours au football, qui t'a amené avec toi en Chine, qui t'amène maintenant dans ce que tu fais ou dans ta vie tout simplement personnelle, familiale, ce serait quoi au fond? Depuis tantôt, on parle d'expérience personnelle. Comment tu te développes toi personnellement quand tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Mais je te dirais, il n'y a rien comme l'équipe. Que ce soit la famille, que ce soit tes collègues de travail. Je pense qu'une leçon que j'ai apprise, c'est l'abnégation. Souvent, on a un ego. Bon, j'ai frappé le banc quelques saisons. Puis, c'était pas quelque chose qui était habituel pour moi. C'est sûr. Donc, ça fait mal à l'ego. Mais tu sais que, you know what? Ton coéquipier a mieux performé que toi cette semaine. Il mérite de start. Il va jouer. Puis, c'est pour le bénéfice de l'équipe. Donc, je pense que l'abnégation, c'est une leçon qui est importante de dire, tu vois, des fois, j'ai pas la solution. Donc, je vais me fier à quelqu'un d'autre. Ouais. Qui est un peu de laisser l'ego de côté, comme on parlait un peu plus tôt. De pas contrôler, qu'on ne contrôle pas les impondérables. C'est une autre leçon du foot. Et toujours, quelque chose qui était au foot, qu'on se faisait dire souvent, c'est si c'était facile, tout le monde le ferait. So just work hard, travaille fort, dédie-toi, entoure-toi de bonnes personnes. Entoure-toi de bonnes personnes. Ça, c'est une leçon que j'ai appris au foot. Parce que, bon, j'aime tous mes coéquipiers, c'est tous mes frères, mais il y avait des coéquipiers aussi des fois qui n'étaient pas positifs pour toi. Donc, comme dans la vie. Comme dans la vie, exactement. Il y a des personnes que tu aimes foncièrement, mais que tu sais que ce pas des bonnes personnes pour toi de les avoir dans ton entourage. Donc, je te dirais, c'est un tout de leçons qui fait en sorte que j'ai été en mesure de progresser dans ma vie. Wow. OK. Puis, ben, tu as parlé, frapper le banc. On a tous eu ce moment-là, généralement. Là. Ben, je me dis, si quelqu'un ne l'a pas vécu, ben, je lui souhaite de le vivre parce que ça permet de grandir. Si tu pouvais nous parler un peu de ça, peut-être un moment difficile que tu as dû surmonter, puis comment est-ce que tu l'as surmonté au fond? Ben, je te dirais, moi, à George, j'avais pas frappé le banc. Puis, tu sais, à l'époque, quand tu te faisais recruter par le vieux, c'est que t'étais un bon joueur. Donc, j'étais arrivé au vieux, c'était un autre niveau physique, un autre niveau pratique aussi, un autre niveau mental. Puis j'avais réussi à start la première année. Puis moi, je ne m'attendais pas à start aucune game la première année. J'étais là pour work hard, progresser. Puis j'avais réussi à me débrouiller pour voir du terrain. Puis je pense que j'étais devenu un peu, pas prétentieux, mais un peu paresseux, je te dirais. Comme si je pensais que les choses m'étaient dues. Et je me souviens, durant la off-season, je n'avais pas travaillé si fort. Puis la deuxième saison, je me souviens encore, si Polo regarde ce podcast-là, Polo m'avait pas habillé la première game. Puis j'étais pisse. Je me souviens, j'étais fâché. Puis je me souviens, j'étais allé le voir, puis j'ai dit, pourquoi je suis pas habillé? Il dit, t'es petit, les petites personnes doivent toujours travailler plus fort. Wow. Puis j'avais fait, ok, c'est bon. Dans ma tête, j'étais comme, I want to punch you in the face, mais t'as un point. Je peux tellement fort Polo. Ouais, Valoué pour ceux qui savent. Paul Eddy Saint-Vilien, merci Paul. Il coach à l'Université Concordia. Oui, exact. Il y a plein d'anciens du vieux maintenant à l'Université Concordia. Donc, mais c'est ça, tous nos coachs nous marquent. Hein? Parce qu'ils passent plus de temps avec toi que ton propre père ou les membres de ta famille. Donc, durant la saison. Durant la saison. Donc, ces personnes-là viennent te marquer. Puis, ils vont tous t'apprendre quelque chose de différent. Donc, ça, c'est une leçon que j'avais retenue. C'était, tu sais, tu es plus petit, je vais devoir travailler plus fort. Donc, hard work pays off, you know. Puis, j'avais justement travaillé plus fort. Puis, la semaine d'après, j'étais habillé. Puis, j'avais réussi à revenir sur le terrain tranquillement. Mais non, c'est ça. Des fois, tu as besoin de ces leçons-là. Ouais. Tu as vraiment besoin de ces leçons-là. Puis, comme tu disais, tu espères que tout le monde va frapper le banc au moins une fois dans leur carrière. Non, c'est clair. Parce qu'on apprend plus de nos défaites, de nos pertes que des fois même gagner, right? Exactement. OK. Non, exactement. Vraiment cool. Puis,
Là, si on va peut-être à l'inverse, ton plus haut moment, vraiment, si, je sais, il y en a sûrement plusieurs, mais s'il y a un souvenir là, qui reste avec toi comme super positif du football, c'est quoi ce moment-là? Bol d'or, le bol d'or. Yes. À Jard, on perdait 27-7 à la demi. On a gagné 28-27 à 1 minute à faire. Donc ça, c'était des montagnes russes. Parce que c'était un accomplissement d'équipe. Donc je pense que c'est toujours plus gratifiant quand tu as un accomplissement d'équipe qu'un accomplissement personnel. Donc je te dirais c'est plus ça. Au niveau personnel, je pense juste le fait d'avoir joué 10 ans au football en mesurant 5 pieds 7, 150 livres. Je suis pas, c'est pas un accomplissement, mais c'est plus un privilège. Parce que, tu sais, on dit toujours, le football, c'est un privilège. C'est pas quelque chose d'acquis. Puis, moi, je m'étais blessé ma dernière année au vieux. C'est ça qui a mis fin à ma carrière. J'avais essayé de faire un retour à l'université, puis ça... Il n'y avait plus rien à faire. Encore aujourd'hui, je suis encore blessé, mais, tu sais, j'ai pas de regrets parce que, justement, j'ai eu le privilège de rencontrer plein de personnes formidables. Ce qui me donne l'opportunité d'être ici aujourd'hui, donc. Nice, nice. Tu as dit quelque chose que moi, ça va ici, puis ça reste avec moi parce que chaque podcast que j'ai fait à date, OK, tous les invités ont parlé de ça. Tu parles d'équipe, right? Kadim Baye, il parlait d'avoir ton cercle. Cédric Duhamel, il parlait qu'on a besoin de tout le monde. Genre, on voit qu'il y a une ligne directrice ici, right? Donc, il y a des trucs qui transfèrent, que ce soit dans le sport, dans la vie, dans les affaires, ça doit être initié par toi. Mais personne n'arrive nulle part seul, right? Exactement. Puis ça, je trouve ça cool, particulièrement de m'asseoir avec toi, puis avoir ces conversations-là, parce que je réalise que n'importe qui autour de moi qui fait des choses puis qui a du vrai impact, c'est des gens qui croient à contribuer à une équipe, puis à donner l'opportunité aux gens de renforcer aussi leur équipe. Right? Ça vient tous de là, it's about team. Right? On est tous là-dedans ensemble. Vraiment cool. Et je pense aussi que c'est important d'avoir une équipe qui est vraie avec toi. Pas avoir juste une équipe qui te suit, mais avoir une équipe qui est capable de dire, quand tu fais quelque chose qui est pas bon pour la business, qui est pas bon pour l'équipe, qui est pas adapté, ils peuvent te le dire. Je pense que c'est justement le cercle où on a besoin de tout le monde. Parce que tout le monde, le petit grain de sel à la fin, c'est qu'est-ce qui fait que le pot devient rempli. Et personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Donc, quand tu es entouré de personnes qui sont capables de patcher tes erreurs, ça l'aide le groupe, ça l'aide le but final, je te dirais. Que ce soit affaires, que ce soit coaching, que ce soit sport, que ce soit même études. Tu sais, t'es toujours mieux d'avoir des bonnes personnes qui sont capables de t'aider à étudier, trouver tes faiblesses, t'encourager aussi quand t'es down, et te shaker aussi quand tu penses que t'es rendu. Si on parle d'équipe encore, ben, on retourne à des souvenirs, là, way back, ça fait longtemps, OK? Je pense la dernière fois qu'on a joué ensemble, c'est en 2007. On est en 2023, si on parle de comme longtemps. Ouais, très longtemps. Je me rappelle, j'avais une Sunbird rouge, puis après les pratiques, on était quelques gars, on rentrait dans l'auto, puis je me rappelle, je te ramenais chez toi, je ramenais quelques gars, puis une grosse partie de ton équipe, ben, je sais que c'est ta famille, c'est ta mère aussi, qui a toujours été là. Si tu pouvais me parler un peu de comme l'impact déjà qu'elle a eu sur toi, puis juste growing up, au fond, c'était comment? Mais tu sais, maintenant, on vieillit, hein? Donc, on réalise les choses qu'on réalisait pas quand on était enfant. Ma mère est monoparentale, donc c'est une warrior, tu sais. Elle m'a élevé tout seul, elle m'a amené à l'école tout seul. Il n'y avait pas, tu sais, les garderies à 7 $ d'aujourd'hui. Elle travaillait comme professeur. Puis, tu sais, ça a été beaucoup de haut et de bas pour elle. Mais moi, personnellement, en grandissant, je n'ai pas senti ça. Mais c'était aussi la personne qui me poussait le plus fort. Donc, il n'y avait pas de demi-mesure. Je me souviens, je jouais au football des fois à Chartres, puis
tout le monde me disait, les coachs me disaient, ah, t'as une bonne game, non, non. Puis je rentrais dans l'auto. Puis ma mère disait, tu peux faire mieux. Oh, Tu peux faire mieux. Nice. Et j'étais comme, ben, je viens d'avoir une bonne game. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit, non, mais je te connais, je sais que tu peux faire mieux. Je veux que tu fasses mieux la prochaine fois. OK. Mais tu sais, en même temps, c'était la première aussi à se battre pour moi. Donc, hautes attentes, mais toujours là pour te back up. Donc, puis, tu sais, ça a été difficile pour elle quand je suis parti à l'étranger 5 ans. Donc, je me souviens, tu sais, mère monoparentale, si on fait sport, un peu d'insécurité. Sure. Mais non, tu sais, on n'est rien sans nos parents. Hein. Puis la majorité, je dirais 80% de notre personnalité aujourd'hui vient de nos parents ou parents et frères et sœurs. Notre famille proche, notre famille directe. Donc, et ton conjointe aussi, ou mari et femme. Mais je dirais, tu sais, c'est ça aussi le cercle. Il faut que tu aies un bon cercle à la maison pour être en mesure d'avoir un bon cercle à l'extérieur de la maison. Puis j'ai été choyé. J'ai une mère qui a su me donner le bon exemple. Donc, vraiment cool. Puis, à travers tout ça, justement, ce que je trouve cool maintenant, c'est que tu parles beaucoup de famille. Je pense que tu le sais, moi, c'est important pour moi aussi. Ça vient encore du concept d'équipe, it's family, right? Donc, mon rôle de père, mon rôle de mari, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Toi, de ton côté, comment est-ce que tu vois ça, justement, le fait que ta mère, elle a tout le temps été là pour toi. Non, c'est toi et elle. Maintenant, toi, tu as l'opportunité de jouer ce rôle-là que peut-être toi, tu n'as pas eu. Est-ce que tu y penses des fois? Puis, qu'est-ce que tu sens quand tu penses à ça? Souvent, j'y pense. Je te dirais, je suis pas très émotif parce que souvent, les gens me demandent « Ah, tu sais, c'était comment vivre sans père? » I don't know. J'ai jamais eu de père. Puis je dis toujours aux gens, tu sais, tu peux pas dire « Ah, j'ai manqué ça » quand tu n'as jamais eu cet aspect-là dans ta vie. Donc, comme je disais au début du podcast, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais justement, je pense que ça me sensibilise aussi à quand tu vieillis, tu as des responsabilités. Puis, tu peux pas les prendre seulement quand ça te fait plaisir. Faut que tu les prennes du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Tu sais, tu peux pas juste turn off, on ou off tes responsabilités. Sure. Donc, je pense que personnellement, tu sais, je veux pas parler pour tout le monde, mais quand j'ai réalisé ça, puis je l'ai réalisé, ça a pris du temps avant de le réaliser, mais quand j'en suis venu à réaliser ça, c'est l'aspect qui m'a aidé beaucoup aussi à tempérer, me calmer, comprendre qu'il fallait que j'aille de l'avant. Puis justement, ma conjointe a un enfant déjà. Donc, tu sais, je le vois comme un beau défi. Je le vois aussi comme étant un aspect qui va être très intéressant à voir parce que elle a déjà sa dynamique avec son fils. Moi, je suis un peu outsider, mais c'est la famille, mais la nouvelle famille, si on peut dire. Donc ça, je pense que ça va être un apprentissage de tous les jours. Puis je vais juste travailler à être le meilleur beau-père, le meilleur conjoint possible. Puis me dédier 100% à ça. Puis prendre mes responsabilités quand ils viennent et do my best. Et il arrivera ce qui arrivera. Nice. Si tu pouvais parler au David de 16-17 ans, OK, qui adore le foot, qui est comme baigné là-dedans, OK, qui voit le monde de la façon qu'il voit, mais que tu pouvais lui parler avec la voix que tu as maintenant, avec l'expérience que tu as maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Puis quelles sont les différences, on va dire? I don't know. Je te dirais, j'ai le goût de dire deux choses. Un, j'ai le goût de dire, je ne dirais rien. Figure it out. Parce que l'autre chose, c'est intéressant, je parlais avec des amis, puis on parlait du fait que tu prends des décisions dans ta vie. Puis combien de décisions tu as prises dans ta vie qui auraient pu changer le cours de ta vie à droite ou à gauche? C'est clair. Donc, je suis satisfait avec la vie que j'ai aujourd'hui. Et si je parlais au David de
le David de 16-17 ans, Tu l'aurais peut-être pas. Peut-être que j'aurais pas la même expérience aujourd'hui qui me ferait dire la chose que je voudrais lui dire. Donc, c'est pour ça que je pense que je dirais peut-être rien, je laisserais juste aller. Mais un autre aspect que je dirais qui changerait peut-être pas le cours de sa vie, ce serait de travaille, tu sais, dédie-toi au foot au mieux de tes capacités ou dédie-toi dans tout ce que tu entreprends au meilleur de tes capacités. Parce que tu peux pas racheter ce temps-là. Et je sais, au cégep, tu te souviens de moi au cégep, j'avais laissé l'école un peu de côté, j'étais moins focus. Est-ce que c'est un regret? C'est la vie. C'est les choix que j'ai faits. Est-ce que c'est un regret? J'aime pas vraiment regretter les choses, mais c'est une leçon que j'ai appris plus tard aussi. Quand je suis allé à l'université, je pouvais pas nécessairement rentrer dans les programmes que je voulais rentrer. Donc non, juste dédie-toi à 100% dans tout ce que tu entreprends parce que c'est ça qui va te permettre de garder le plus de portes ouvertes. Donc... C'est cool que... Parce que j'étais dans une situation similaire où moi, le football, c'était tout. Puis j'ai commencé à me dire, ben, oublie l'école. C'est pas important, right? Puis là, tu arrives dans une situation où tu peux pas rentrer dans dans les programmes que tu veux rentrer. Les options, elles sont un peu plus limitées. Par contre, si tu es vraiment déterminé, si tu te donnes vraiment les moyens, il y a toutes sortes de chemins. C'est pas comme un chemin qui mène à Rome, comme on dit. Right? Donc, toi, tu as un parcours atypique. Tout le monde a son propre parcours. Right? Puis c'est ça qui est cool là-dedans. C'est que je pense souvent, je sais pas si tu le vois de la même façon, mais les gens ont tendance à voir les choses que j'ai échoué à quelque chose, je suis un échec. Okay? J'ai des conversations chaque dimanche matin avec 2 bons amis à moi. Okay? Ils sont beaucoup plus vieux que moi, ils sont comme dans la cinquantaine. Chaque dimanche, 7 heures du matin, on a un appel. I'll give you guys a shout-out. Dr. Charlie Cartwright, puis Alvin Brown. Il y en a un qui est au Kansas, l'autre il est à Toronto. Puis, on fait juste échanger sur la semaine. C'est des gens qui sont à des niveaux où je veux être, business-wise, mais je me dis, j'ai des choses à contribuer. Je leur contribue des trucs qu'eux, ils n'ont pas, et vice-versa, right? Puis, eux, ils me parlent tout le temps de ça, que chacun a son chemin, chacun a son parcours, puis justement, il faut que tu marches ton chemin, right? Donc, je ne sais pas si toi, tu le vois comme ça aussi, mais au fond, une autre chose qu'ils disent aussi, c'est que quand on parle de failure, eux, ils disent, les mots que tu dis sont vraiment importants, Au lieu de dire failure, tu dis failing. Parce que failing, c'est pas final. C'est continuel. Il y a du momentum. Donc, no one is a failure unless you decide to. Right? Puis c'est ça qui est cool. Puis c'est ça le message que, avec ce que tu as dit, j'aimerais que tout le monde comprenne. C'est que, à moins que tu décides dans ta tête que c'est fini, ben c'est pas fini. Jamais. Exact. Right? C'est pas des échecs, c'est des leçons. Yeah. Et c'est bon d'avoir des leçons. Tu sais, tu regardes tout le monde qui a du succès énorme aujourd'hui. Ils ont tous connu des leçons ou des échecs. Mais c'est bon aussi parce que ce que je trouve inspirant de ce que tu dis, ça semble être 2 mentors. Et je pense que c'est une richesse que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir. C'est d'avoir des mentors. Des personnes qui sont capables de te conseiller. De t'aider à voir plus clair dans certaines situations aussi. Donc, écoute, chapeau à toi parce que, honnêtement, j'aimerais avoir plus de mentors. Parce que, comme je mentionnais, j'aime toujours apprendre et je pense qu'il faut toujours se dépasser. Puis, avoir un mentor, c'est un peu, c'est le concept d'équipe. C'est une personne qui va te dire tes vraies réalités comme elles sont, puis qui va t'aider à progresser. Donc, pour ma curiosité, au fond, David, tu penses c'est quoi ta qualité peut-être numéro 1 en ce moment? Puis ma deuxième question, derrière ça, qu'est-ce que tu as découvert de toi-même
on va dire dans les dernières années, dans la direction où tu t'en vas, que peut-être tu savais pas que tu avais, puis que là, tu développes? Ma meilleure qualité, je pense que ma meilleure qualité présentement, c'est de comprendre justement que tu as toujours quelque chose à apprendre, puis que les hauts et les bas, peu importe, it's life. Yeah. Et je pense que, je ne sais pas comment le verbaliser, peut-être de te dire de ne pas me victimiser. Je pense que c'est une bonne qualité parce que quand tu commences à te victimiser, puis à t'abattre sur ton sort, tu te freines toi-même. Yeah. Écoute, on est privilégié, on vit dans un pays qui est développé, on a des bonnes conditions de vie. Tu sais, souvent, ça met en perspective aussi quand tu voyages et tu vois la réalité à laquelle les gens font face. C'est de dire, OK, j'ai des privilèges, j'ai une bonne situation, c'est à moi maintenant de travailler pour l'améliorer. Yeah. Et peu importe que tu vives, tu sais, j'étais en Chine, puis partout dans le monde, tu vas en vivre, j'ai vécu du racisme, mais tu sais, je suis pas une victime pour autant. Les choses souvent que les gens te font vivre, c'est des réalités qui leur appartiennent à eux. Et je pense que c'est important de justement pas laisser ce genre de choses t'affecter au quotidien. Ça peut t'affecter sur le moment, c'est normal. On a tous des caractères, on a tous un orgueil, on a tous un ego fort, mais tu sais, de let it go. Donc, je pense que ma force, ça serait plus de choisir mes batailles puis let it go. Puis de vraiment, tu sais, focuser sur the path. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai développé beaucoup au cours des dernières années. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas réalisé si j'avais pas vécu à l'étranger. De dire... T'avais pas le choix. You know what, t'as pas le choix. Puis tu peux te victimiser, mais à la fin de la journée, le lendemain, si tu te lèves, t'as pas progressé. Mais c'est pas de la faute de la société. C'est toi qui t'es mis dans une situation pour pas t'aider à progresser. Donc, il y a des défis, il y a des hauts, il y a des bas. C'est la vie. Et la vie est supposée être difficile. Yeah. Si c'était facile, ce serait plate. Donc, je pense que c'est... Je dirais pas ma qualité première, mais je pense que c'est la leçon qui m'a marqué le plus dans les dernières années. Cool, man. Vraiment cool. Non, c'est bon. Moi, ça bouge ici. Je trouve, j'apprends tout le temps right, à chacun de ces podcasts-là. Quand tu as terminé de jouer au foot, comme si c'était une blessure, moi aussi c'était une blessure, je sais qu'on le voit là, tout le temps dans des gars avec qui on a joué ou à travers la communauté de football. C'est difficile la transition pour beaucoup de gens. Right? Dans mon cas, j'ai vécu le gros défi des années à l'avance, puis ça a changé mon mindset. Comme ça, quand j'ai terminé, ben, j'ai tout donné, j'étais heureux, puis c'est ça. Toi, ta transition, je sais que tu avais donné tout ce que tu avais à donner. Je pense que c'est ça que tu disais tout à l'heure. Donc, tu l'as vécu comme ça. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui s'identifient là à 100% comme joueurs de football, qui arrivent là à la fin du rouleau, mais ils ne le savent pas encore, que ce soit une blessure, que ce soit forcé, qu'ils soient pro parce qu'ils sont 4 universitaires, que ça termine bientôt. Tu l'as dit en pré-podcast, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en vont pro. Mais la vie continue. Puis même aller pro, ben, la vie continue. You know, après. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour la suite de leur parcours? Je dirais, de toujours faire à 100% ce que tu entreprends. Parce que, comme on parlait plus tôt, tu sais pas quand c'est la fin. Mais si tu as tout fait à 100%, tu vas avoir des options B, C, D. Tu vas avoir gardé les portes ouvertes. Mais je te dirais, tu sais, c'est un deuil. Hein? Puis un deuil, quand tu arrêtes le foot, puis tu vis un deuil, chacun va le vivre de façon différente. Donc, je pense pas que j'ai de leçons ou de morale à dire, parce que moi, je l'ai vécu d'une manière, mais ça a été ma décision. C'est moi je me souviens, je me suis assis avec mon coach, puis j'ai dit, regarde, ça sert à rien. Je fais de la physio, je suis même pas proche de jouer, puis tu sais, universitaire, les gars sont... Tu
si tu n'es pas au pic de ton physique, ça se passe pas. Donc, mais au moins, tu sais, j'avais investi du bon temps dans mon baccalauréat. Tu sais, j'avais d'autres options. Donc, je dirais, focus à vraiment faire à 100% tout ce que tu entreprends pour te garder des portes ouvertes. Maintenant, quand le temps arrive, prends la meilleure décision pour toi. Si c'est de rester dans le foot comme coach, tu sais, j'écoutais Mike Tomlin l'autre fois, il disait « We all coach because we cannot play for different reasons. Puis j'étais comme « ça fait du sens. » Parce qu'après ça, moi, je me disais « j'ai le goût de coacher. » Mais j'avais décidé de finir mes études, puis après ça, me donner du temps. Après ça, c'est à toi de voir. Si tu veux rester dans le foot, on a toujours besoin de bons coachs. On a toujours besoin de bons modèles pour nos kids. Je suis sûr qu'éventuellement, tes enfants vont peut-être jouer au football ou dans un autre sport. Tu veux qu'il y ait des bons modèles. Et je pense que quand tu as joué au football pendant longtemps, si tu vas coacher, tu peux transmettre ton savoir. Donc, si tu veux rester dans le foot, continue comme coach. Si tu es prêt à un autre défi, mets-toi dans les meilleures dispositions pour être en mesure de connaître du succès. Et ça, c'est de faire tout ce que tu fais à 100%. Vraiment cool. Puis, en fait, j'ai 2 dernières questions pour toi. OK? Donc, ma première question va retourner à la Chine. On sait, comme tu l'as expliqué, l'atmosphère est un peu tense en ce moment. Right? Mais, comme tu l'as expliqué aussi, il y a beaucoup d'opportunités, bien sûr, ici, au Québec, au Canada, mais il y a des opportunités à l'étranger. Rien n'empêche d'élargir ses horizons puis de faire différentes choses. Donc, quelqu'un qui veut entreprendre ailleurs, maintenant, qui ne sait pas par où commencer, il ne sait pas quoi faire, il est entouré de gens qui lui disent « Ben, pourquoi tu penses aller là? Pourquoi si tu vas tout seul, ça ne marchera pas, si ça... » Sûrement des choses que tu as entendues. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là? Right. Do what you gotta do. Fais ce que tu as à faire. Regarde, tes parents, c'est des très bons exemples. Ils sont ici, ils ont élevé une super famille, vous connaissez tous du succès, ils ont fait face à des défis, mais tout a bien tourné. Combien il y a de familles qui sont nées au Canada relever ce défi? Puis c'est pas facile, c'est jamais facile. Mais si toi, tu veux aller à l'étranger puis explorer, fais-le. Surtout, tu sais, moi, mon père est mexicain, il est venu ici, il a fait sa vie ici. Je pense qu'on a beaucoup de bons modèles de résilience, qui démontrent la résilience autour de nous. Donc, fais ce que tu as à faire. Puis, tu sais, quand j'ai été au vieux, je me souviens, à jeun, tout le monde me disait « Ah, tu vas rester sur le banc tes 3 ans, tu vas jamais jouer, pourquoi tu vas là-bas? Va dans une autre école. » Puis je dis « Mais non, c'est le défi que je veux relever, je vais y aller. » So, quand tu prends une décision, fais-la pour toi aussi. Surtout si tu es jeune. Tu sais, à mon âge, bon, faut que tu inclues la famille. Jeune, mais il faut que tu inclues la famille. Si maintenant. toi, t'es vieux, moi, je sais pas je suis quoi, là. Non, mais je veux dire, à notre âge, maintenant, il faut inclure la famille. Mais tu sais, quand tu as 19, 20 ans, si tu veux un défi, go for it. Tu sais, relève tes défis, mais comme il disait au foot, c'est une autre leçon. Si tu fais une erreur, fais-la à 100%. Donc, je me souviens toujours de ça. Si tu fais un défi, fais-le à 100%. Si c'est une erreur, tu ne vas pas avoir de regrets parce que tu vas avoir fait à 100%, si ça ne marche pas. Mais si tu le fais à 50%, tu vas revenir, puis j'aurais peut-être pu. Ça, c'est pas la phrase que tu veux te dire dans ta tête, j'aurais peut-être pu. Donc, tu rentres dans le mauvais gap, you know what? Rentre à 100%. Mais peut-être tu vas faire comme un jeu dans le backfield, tu sais jamais, tu sais. Beaucoup de choses ont été créées comme ça, découvertes comme ça. Exactement. Exactement. Donc, je te dirais, fais ce que tu as à faire, fais-le à 100% et regarde les bons exemples autour de toi si ça peut t'inspirer. Vraiment cool. Vraiment cool. Donc, relevez vos défis. C'est les vôtres. C'est pas ce que quelqu'un d'autre a dit. C'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est votre vie. Right? Puis, en tant que père, par exemple, ça, c'est quelque chose à quoi je pense
Souvent, right? Puis je l'ai dit plus tôt, mais avec mon garçon, puis l'autre qui s'en vient, je me dis, wow, rappelle-toi que c'est leur vie. La meilleure chose que tu peux faire, c'est être là puis les guider, mais ça reste leur vie, c'est pas la tienne, right? Puis ça, je pense que c'est un challenge pour beaucoup de personnes. Exact. Ouais, exact. Let it go. Yeah. Tu sais, c'est un peu mettre ton orgueil de côté, comme on parlait au début, mais ça, c'est un autre apprentissage de la vie. Chaque étape de ta vie vient avec un nouvel apprentissage et c'est ça la beauté. Tu sais pas comment tu vas être dans 5 ans. Et c'est une des questions qui m'énerve le plus à répondre, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Hey, on va commencer où est-ce que je me vois dans 3 mois, OK? Puis après ça, on commencera par 6 mois, puis build it up. Puis, donc c'est ça, go with the flow. OK. Si tu devais voir quelqu'un d'autre au podcast Football Inc., OK? Un ancien joueur de football qui est maintenant dans le milieu des affaires ou quelqu'un tout court qui est autour du monde du football, qui a joué ou qui n'a pas joué, mais qui est maintenant dans le milieu des affaires. Ce serait qui? Puis pourquoi? Il y en a beaucoup. Puis c'est une question que tu poses dans le pré-podcast. Ouais. Je t'avais donné quelques noms. Ouais. Mais une personne, je pense, qui pourrait être intéressante. Puis, je pense particulièrement à cette personne-là parce qu'on a parlé beaucoup de famille et d'équipe. Puis, c'est Guillaume Robert. Eux, ils ont une compagnie Quartz Co. Guillaume Robert? Oui, qui font des manteaux d'hiver. OK. Puis, eux, ils ont fait... C'est 3 frères. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant de voir la dynamique familiale de runner une entreprise, de développer l'entreprise, qui connaît un bon succès aussi. Donc, je dirais que ça pourrait être une personne très intéressante, mais il y a tellement d'autres personnes aussi que j'aimerais entendre. Donc, il y aura plein d'autres épisodes. Exactement. Sûr, ça manque pas. Donc, Quartz Co, t'as dit? Quartz Co, exactement. Okay. Puis Guillaume Robert. Ouais. Il a joué où? Il a joué à Grasset, puis il a joué à l'Université de Montréal. Puis avant ça, je sais pas, je pense qu'il était à Notre-Dame, mais je suis pas certain. OK. Donc je regarde la caméra. Guillaume Robert. Mon ami David Perez parle de toi, donc ce sera un honneur anytime, c'est sûr. Si tu veux être ici, moi, j'adorerais communiquer avec toi, c'est clair. OK, good stuff. Donc écoute, moi, c'était ça pour aujourd'hui. All good. Je le répète, je l'ai dit au début, mais je vais continuer à le dire. Au football, qu'est-ce qui est cool, OK, c'est que c'est un sport où tu peux pas te cacher, tu peux pas mentir. Puis tu l'as expliqué plus tôt, c'est comme chacun doit faire son chemin, puis nos chemins ils nous amènent où ils nous amènent, OK? Mais moi, je sais le cœur de quelqu'un, je sais le make-up de quelqu'un, puis ça changera jamais, right? Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on a ensemble, veux pas. C'est pour ça que je suis content que tu sois ici. Je te souhaite vraiment tout ce qu'il y a de mieux pour continuer. Puis merci d'être venu aujourd'hui partager cette conversation-là, venir au podcast, puis supporter ce qu'on fait. C'est un vrai honneur, David. Merci à toi. Hein. Merci. Puis c'est une belle initiative. On en parlait plus tôt. Yeah. C'est vraiment super d'avoir des anciens gars de foot qui partagent leur expérience. On n'avait pas ça à l'époque. Non. Donc, je pense que c'est bon aussi pour la génération qui est plus jeune. Puis, merci pour tout ce que tu fais. Puis, j'ai vraiment hâte de voir les futurs invités sur les podcasts. Nice. Parfait. Donc, écoutez, c'est ça pour l'épisode 5 du podcast Football Inc. avec David Perez de la CCBC, Canada China Business Council. Donc, moi, je peux vous dire, j'ai appris beaucoup aujourd'hui, comme à chaque podcast. J'espère que ça a été la même chose pour vous. Vraiment, j'espère que vous allez absorber les choses qui ont été discutées aujourd'hui, parce que je pense que dans peu importe ce que vous faites, okay, que ce soit dans votre vie personnelle, en famille, en affaires, ben, comme David disait, c'est important de vouloir grandir, c'est important de vouloir apprendre. Donc, si vous avez été inspiré comme moi aujourd'hui, moi, je vous demande une chose, OK? C'est aussi simple que ça, c'est un échange de valeurs. Tu appuies sur like, tu appuies sur abonner, tu partages, OK? Tu partages pour que le plus de personnes possible peuvent entendre ça. C'est des projets, comme je dis, qui viennent du cœur pour aider les gens avant tout, puis célébrer des personnes qui font un vrai impact puis une vraie différence. Donc, sur ce, ça clôt l'épisode 5. Football Inc., c'est ici où la victoire elle va bien au-delà
des terrains. À la prochaine, tout le monde. Take care.